le Loyalty Vault, qui permet finalement d'utiliser la carte de paiement comme carte de fidélité et de reconnaître le client, quel que soit le canal et quel que soit son moment d'achat, au travers de sa carte de paiement, qui vient enrichir finalement tout le dispositif et le logiciel de fidélité du retailer. C'est-à-dire qu'après, lui choisit de dire « je donne des points, du cashback, des promotions, etc. » Mais finalement, il est capable de reconnaître son client, quel que soit son parcours, au travers de la carte de paiement. Donc là, le paiement devient un levier de connaissance des habitudes, effectivement, et enrichit la base de connaissance du client. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés, en plus de ça, de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Le moment du paiement est souvent perçu comme une simple formalité. Pourtant, c'est précisément là que tout se joue dans un monde où l'expérience client devient un levier de différenciation majeur. Le paiement se transforme en un acte stratégique à la croisée de la fluidité, de la technologie et de la performance commerciale. Et pour explorer ce sujet, j'ai réuni 2 experts qui en connaissent les rouages mieux que personne. Aude Vicaire, CEO chez MarketPay, fintech européenne, qui équipe de nombreuses enseignes en solutions de paiement omnicanal, avec une vision claire, faire du paiement un outil de pilotage de l'expérience client. Et Kevin Mert, Chief Sales Officer chez Sunday, une solution qui a révolutionné le paiement dans la restauration en permettant de régler l'addition en quelques secondes via un simple QR code. Derrière ce geste fluide se cache une vraie transformation de la relation client et de la performance opérationnelle. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment l'expérience d'achat vient aujourd'hui augmenter l'expérience client, comment le paiement peut devenir un moment différenciant, mais aussi comment les parcours évoluent vers toujours plus de personnalisation, d'autonomie et d'intelligence. Et enfin, nous tenterons un exercice de prospective demain entre agent IA et tokenisation. À quoi ressemblera l'acte de payer? Mais pour commencer, Aude, à toi la parole. Peux-tu te présenter un peu mieux que ce que je viens de faire? Tout à fait. Donc effectivement, Aude Vicaire, CEO de MarketPay Tech. J'ai en charge toute la partie tech de MarketPay, c'est-à-dire le produit, les développements et les projets. Et MarketPay donc, est une fintech de paiement européenne, plateforme de paiement omnicanal. Nous offrons des solutions de paiement aux commerçants, aux distributeurs, aux institutions financières, avec une particularité. Donc, nous sommes européens, nous sommes nés à l'origine d'un retailer, donc nous connaissons bien les problématiques. Pas n'importe lequel. Des commerçants, en effet. Nous connaissons bien les problématiques des commerçants. Nous sommes maintenant 380 en Europe. Nous adressons principalement le marché européen, avec, comme tu le disais, pour objectif de donner à nos clients, donc commerçants, distributeurs, institutions financières, les moyens d'intégrer la brique paiement dans toute leur expérience client. Donc ça veut dire que le sujet produit, offre, solution est ultra dominant chez vous. Oui. C'est vraiment ça qui fait une différence. Tout à fait. Et nous avons donc, bien entendu, le marché européen étant un marché multilocal, chaque pays a ses propres particularités en termes de paiement, ses propres habitudes de paiement, ses propres réseaux locaux et internationaux. Et donc, pour chaque pays, il faut s'adapter finalement aux besoins du pays, aux besoins des marchands et de leurs clients
pour être pertinent sur le marché. Et donc l'offre produit avec toute la valeur ajoutée qu'on peut apporter au paiement pur fait partie de notre ADN. Bon, merci pour cette précision. On va revenir dessus un peu plus en détail. Kevin, je me tourne vers toi. Tu es le responsable commercial chez Sunday. Tu peux te présenter un peu plus, nous en dire un peu plus sur Sunday, parce que finalement, je pense que beaucoup de gens connaissent sans connaître qui est Sunday. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Donc Kevin Mert, moi je m'occupe effectivement de l'acquisition chez Sunday, l'acquisition au sens large, donc plusieurs équipes, du marketing, de la growth jusqu'aux commerciaux. Sunday, entreprise créée il y a bientôt 5 ans, on va fêter nos 5 ans bientôt. Comme vous, on est créé non pas d'un retailer mais d'un groupe de restauration. Victor Luger, CEO chez Sunday, est également CEO chez Big Mama, groupe avec un peu plus de 25 trattoria maintenant dans le monde. Et donc on connaît bien aussi les problématiques des restaurateurs. Qu'est-ce que c'est Sunday ? Sunday, nous, notre mission, c'est de transformer l'expérience de paiement dans le milieu de la restauration et de faire en sorte de transformer cette expérience de paiement vers une expérience qui est aussi fluide que l'expérience que vous pourriez avoir en ligne. On a tous connu ce moment où on attend pendant 20 minutes l'addition et on se casse l'épaule à essayer d'attraper l'attention d'un serveur. Et c'est dommage parce que ça casse l'expérience, ça casse le moment et on vient ruiner un moment qui a peut-être été magique. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Sunday ? Toi, tu en as parlé, tu as parlé de cette expérience par QR code, mais la réalité, c'est que c'est un tout petit peu plus global ce qu'on fait. Nous, on a 2 grandes actions. La première, c'est créer des solutions de paiement. Il y a ce QR code que les gens connaissent. Ce QR code, il peut permettre également de commander. Il y a également des TPE, il y a également du click and collect, de la commande en ligne. Bref, on prend tous les sujets d'encaissement qu'un restaurateur peut avoir et on crée des solutions dédiées à ça. Première mission. Et la deuxième mission, c'est sur chacun de ces flux de paiement, on va venir créer des softwares pour amener plus de valeur à ces restaurateurs. Aujourd'hui, on est présent dans 3 marchés principalement, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Les États-Unis sont maintenant notre plus gros marché. On est bientôt 200 dans la boîte et on sert un peu plus de 3000 restaurateurs avec la plupart des grands groupes de full service restaurants, ce qu'on appelle nous des restaurants où on est assis, où il y a un serveur qui vient prendre notre commande et où on paye à la fin. Et un de nos enjeux sur les semestres à venir sera de lancer le quick service restaurant pour avoir l'entièreté du marché disponible à acquérir. Vous n'êtes pas un PSP. Nous ne sommes pas un PSP, nous nous appuyons sur différents PSP, des PSP online, des PSP qui vont faire du card present. Notre métier, c'est vraiment d'habiller des PSP, on peut le dire comme ça, mais on va venir s'appuyer sur des technologies. Et c'est aussi pour ça qu'on présente aujourd'hui ce podcast avec MarketPay, qui est un de nos partenaires sur les marchés européens. Bon, merci pour cette présentation et ce rappel un peu plus détaillé de qui est Sunday. La question que j'ai envie de vous poser... le paiement comme enjeu stratégique dans le commerce actuel, ça veut dire quoi, Aude ? Alors, c'est comme le disait Kevin, finalement, le paiement, c'est la dernière étape de la transformation d'un client en magasin ou en ligne. C'est ce que le client va retenir. Donc, c'est très important que ça se passe bien. On voit, il y a des cas où maintenant, carrément, le paiement est carrément transparent. Si on prend Uber, on ne se rend même plus compte... qu'on a payé, donc j'ai envie de dire c'est l'idéal. Et pourtant, pour le commerçant, c'est très important puisque c'est là où il va finaliser sa vente et sécuriser son entrée de chiffre d'affaires. On voit aussi que les moments clés sont les moments où ça ne fonctionne pas. On a eu les cas, je pense que certains peuvent s'en rappeler, de files d'attente dans des grands centres commerciaux parce que le paiement est tombé. Bon, finalement, quand il y a du paiement, c'est presque normal, mais quand il n'y a pas, on voit bien que le commerçant doit fermer carrément le rideau. Donc c'est vraiment l'étape clé de la transformation. Et c'est aussi une étape, comme le disait Kevin, qu'on peut enrichir de services à valeur ajoutée, qu'on peut enrichir pour améliorer cette expérience et faire du paiement qui peut être une étape plutôt fastidieuse, voire pénible, quelque chose au contraire à enjeu et à valeur ajoutée. Oui, le paiement... le côté stratégique du paiement, et je pense que Kevin, tu vas le confirmer, c'est aussi finalement l'aboutissement de tout un process d'acquisition, en fait d'efforts marketing, même de gestion du catalogue, convaincre le client. Et si à la fin, tous ces efforts-là ne sont pas récompensés par finalement un paiement réussi... Tout se joue
ça devient en fait des investissements perdus. Oui, complètement. Moi, ce que tu dis, je pense que ce sera intéressant peut-être de le creuser un peu plus tard, mais c'est aussi le parallèle entre à quel point le commerce physique est finalement défavorisé par rapport au commerce online. Moi, j'ai drivé des business online avant. Le client, tu sais d'où il vient, tu sais comment il t'a connu, tu sais combien il paye, tu sais sa récurrence, tu sais tout ça. Et en fait, il est catalogué quand il arrive sur ton site web. Quand quelqu'un rentre dans un restaurant ou dans une papeterie, c'est un client X, et à moins de le connaître parce que c'est toi le patron et tu le vois revenir, c'est difficile de connaître ses habitudes. Donc c'est peut-être intéressant de faire un parallèle là-dessus. Et je pense qu'au-delà de ça, ce qui est peut-être intéressant de regarder, c'est quoi le paiement, en tout cas si je parle pour la restauration, c'est comment est considéré le paiement par les restaurateurs sur les 50 dernières années. C'est considéré comme un mal nécessaire. On doit payer à un moment ou à un autre, je dois encaisser à un moment ou à un autre, mais je ne l'ai jamais vu comme une source de valeur ajoutée, comme une capacité à créer une valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous, ce qu'on croit chez Sunday, c'est qu'on est à l'aune d'une révolution technologique. Il y a 20 ans, on a commencé à prendre des réservations en ligne. Il y a 10 ans, on a commencé à avoir des caisses qui sont dans le cloud et qui permettent de capter des informations. Je pense que la prochaine grosse révolution sur le marché physique, c'est le paiement, et de se dire, qu'est-ce que ça peut me permettre de capter comme information, ce paiement ? Combien de fois ce client est venu ? C'est quoi sa récurrence ? C'est quoi son panier moyen ? C'est quoi ses habitudes de consommation ? Etc., etc., etc. Et toutes ces choses-là doivent me permettre de mieux connaître mon business, l'améliorer, mieux servir ce client-là et mieux servir les équipes qui sont en magasin pour donner une expérience unique à chacun des clients qui rentrent. Parce qu'en réalité, un client, je le connais plus que ce que je crois grâce au paiement. Et justement, le paiement, en quoi, finalement, il devient un levier de performance ? Parce qu'on parle là de fluidité, d'autonomie, de rapidité, d'omnicanalité. Mais pourquoi ça devient un levier de performance ? On peut, je dirais, il y a plusieurs aspects. Première dimension, ça peut devenir un levier de performance, comme on vient de le voir, pour apporter de l'information et enrichir la connaissance client avec des problématiques qui sont distinctes en fonction des canaux. Effectivement, en ligne, il y a déjà une information qu'on a par le site. Le client est souvent identifié, authentifié, on sait qui il est. En revanche, en ligne, on peut aussi très facilement perdre une vente parce qu'on bascule d'un site à l'autre. En magasin, on a moins cette problématique. On peut toujours aller voir le magasin d'à côté, mais à un moment... On peut aussi aller sur son téléphone. Tout à fait. Mais en revanche, on a moins d'informations quand on rentre dans le magasin, le client est moins connu. On a développé, nous, avec un de nos clients dans les pays nordiques, un grand retailer nordique, ce qu'on appelle le Loyalty Vault, qui permet finalement d'utiliser la carte de paiement comme carte de fidélité et de reconnaître le client au travers, quel que soit le canal et quel que soit son moment d'achat, au travers de sa carte de paiement, qui vient enrichir finalement tout, après, le dispositif et le logiciel de fidélité du retailer. C'est-à-dire qu'après, lui choisit de dire « je donne des points, du cashback, des promotions, etc. » Mais finalement, il est capable de reconnaître son client, quel que soit son parcours, au travers de la carte de paiement. Donc là, le paiement devient un levier de connaissance des habitudes, effectivement, et enrichit la base de connaissance du client. Après, il y a toute une problématique également qu'on pourra voir sur les coûts. Qu'on peut... le paiement permet de transformer, de sécuriser le chiffre d'affaires, mais a aussi un coût. Et donc, comment on peut optimiser et faire finalement de cet acte de paiement non plus du coût et le mal nécessaire, mais aussi en profiter peut-être pour développer des nouveaux services ou bien même récupérer de l'argent avec certains... par exemple, on voit pour notamment les restaurateurs en milieu assez urbain avec des touristes proposer des fonctionnalités telles le DCC qui permet aux touristes non européens de payer dans sa monnaie, enfin en tout cas non euro, de payer dans sa monnaie locale et faire un partage de marge avec le commerçant. Ça, ce sont des choses qui existent et qui permettent finalement aux commerçants de récupérer une partie de la valeur sur la transaction. Toi, tu partages, j'imagine, Kevin, ce point de vue justement dans la restauration, finalement, le paiement, pourquoi c'est un levier de performance ? Tu as commencé à le dire, mais j'aimerais bien que tu développes un peu. J'ai pris des notes avant de venir. Donc, pour contexte, on enregistre dans le 2e arrondissement. Donc, dans la rue où on est, il y a un restaurant qui s'appelle Popolare. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très, très belle trattoria avec 400 places assises. Et je regardais un peu les chiffres qu'on génère pour Popolare, juste pour expliquer qu'est-ce qu'on peut capter au travers du paiement. Donc, c'est un restaurant qui est équipé de 2 produits Sunday. Le paiement à table par QR code. Donc, à la fin de mon repas, je scanne, j'ai l'addition disponible sur mon téléphone portable et je peux payer en ligne. Et des TPE Sunday qui sont directement connectés à la caisse, qui fait que quand un serveur encaisse la table en question, le paiement va directement être poussé aussi sur la caisse du restaurant. Donc, le serveur n'a pas à retaper les différents éléments, plus je viens capter des informations. Ça, c'est pour le contexte. Qu'est-ce qu'on vient générer comme valeur à travers ça ?
Si je prends peut-être 4 blocs pour la faire simplement. Premier élément, je peux proposer au client de laisser un avis Google sur son expérience ou de me laisser un insight sur son expérience. Sur les 12 derniers mois, en moyenne par mois, Popolare génère 1000 avis Google, dont 70% qui viennent de l'expérience Sunday. 1000 avis Google tous les mois. Le restaurant a 32 000 avis Google au total. 70% de ces 32 000 avis viennent de Sunday. Un restaurant qui est plus visible en ligne, c'est un restaurant qui fait plus de chiffre d'affaires. Et quand un touriste se demande où est-ce qu'il va venir déjeuner dans le deuxième et qu'un restaurant noté 4,9 en moyenne à 32 000 avis, il va dans ce restaurant-là. Chacun des avis Google qui sont postés via mobile, poussés par Sunday, a une note moyenne supérieure à 0,2 des autres avis. Et en parallèle, je viens capter des insights qui, eux, ne sont pas postés sur Google, mais où je demande au client qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, que je viens pousser au restaurateur pour mieux connaître son business. Point 1. Point 2, je viens aussi retraiter toutes ces données-là que je capte sur comment l'expérience s'est passée. Et je viens aussi dire, votre food, voilà les choses que vous pourriez améliorer. Votre service, voilà les choses que vous pourriez améliorer. Vos serveurs, voilà lequel a eu un problème sur ci ou sur ça. Et tout ça, je viens le retraiter à la fin. Donc, Mais ça, comment tu le retraites? C'est pas à la main quand même. non, je retraite rien à la main. Je le pousse dans un tableau de bord parce que je sais quel serveur a encaissé sur quel... C'est pour être très... Je me doute bien que c'est pas à la main. C'est justement pour être très concret sur comment ces données sont utilisées. Parce que c'est finalement de ça dont tu parles, la data. C'est un point clé dans la performance. Donc, pour qu'on se matérialise. 100%. Et si j'essaye de faire le parallèle pour être très pratique, un encaissement naturel dans un restaurant, normalement, comment ça se passe? J'ai un serveur qui vient à ma table, il me dit comment s'est passée votre expérience. Le client est toujours gêné, il va dire très bien. Il va pas dire en fait votre blanquette elle est dégueulasse, etc. Il va pas lui dire. La réalité c'est que quand on lui demande sur mobile, potentiellement il va le dire et potentiellement il va noter la blanquette ou il va noter le service du serveur et donc ça va donner des insights managériaux à un restaurateur pour améliorer l'expérience. Troisième élément, je vais venir suggérer des pourboires de manière systématique, soit sur le TPE, soit directement sur mobile. Et je vais venir pousser le montant de pourboire. Chez Popolare, on a multiplié par 4 le taux de pourboire. Ça, c'est un restaurant qui fait à peu près 4% de taux de pourboire moyen. Et tous ces pourboires, je viens les redistribuer directement au serveur tous les lundis matins, ce qui est quand même fabuleux par rapport à une expérience normale d'un restaurant où je viens décaisser, je viens le redistribuer, etc. Et enfin, tout ça est directement traité pour être capable de clôturer la caisse en un clic sans erreur de caisse. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait du service dans un restaurant, mais quand on vient clôturer sa caisse en fin de service, généralement, on perd une demi-heure à trouver d'où vient l'erreur de caisse, d'où vient le trou ici ou là. Et là, il y a quand même le cash qui doit arriver à un moment ou à un autre. Il faut bien faire la réconciliation avec les deux. Évidemment, ceci étant dit, il y a de plus en plus de restaurants qui n'acceptent plus le cash pour des raisons de simplicité. C'est des choses qu'on voit arriver. C'est illégal. Oui. Non, c'est illégal. Il faut accepter minimum 2 moyens de paiement dans un restaurant. Tu peux pas ne pas accepter le cash. Le cash est obligatoire. Ouais. Ok. Quoi qu'il advienne, le cash, c'est quelque chose qui est assez facile de se dire, d'accord, j'ai tous les moyens de paiement et tous les montants encaissés sur mon service. Reste une différence entre ce que j'ai en caisse de Y. Je compte les pièces qui manquent. Est-ce que j'ai un trou de caisse? Est-ce que j'ai pas de trou de caisse? Et ensuite, tous les tickets, eux, sont digitalisés. Donc, si j'ai un trou de caisse de 4 euros, je peux rechercher où est-ce qu'il y a un manque de 4 euros. Bref, je simplifie quand même à la fin la capacité de traiter ça. Justement, merci pour ce commentaire sur la data, parce que finalement, c'est bien de ça dont on parle, et l'utilisation de la data. Et justement, Aude, le rôle de la tech là-dedans, parce que pour valoriser la data, c'est bien... Il faut la collecter, bien sûr, et puis derrière, il faut en faire quelque chose. La tech joue un rôle. Comment vous interprétez ça chez MarketPay? Alors, on vient d'évoquer là, les problèmes de réconciliation qui sont, à l'échelle d'un restaurant, évidemment, déjà peuvent être un cauchemar. Imaginez à l'échelle d'une grande enseigne, d'un grand retailer avec des milliers de restaurants, ce que ça peut, de points de vente, ce que ça peut donner. Bien Donc, sûr. la réconciliation est effectivement un élément clé entre les transactions qui passent dans TPE, site web, etc., celles qui passent après à la banque et combien arrivent sur le compte en banque. Donc, toute cette donnée-là, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement de la récupérer de quel que soit le canal, d'ailleurs, quel que soit même l'acquéreur partenaire du commerçant. Et après, on les remet à destination du client sous forme de tableau de bord, en effet, ou même sous forme d'API, puisque dans certains cas, si je prends le cas de Sunday typiquement, voilà, ça vient s'intégrer à une dimension plus large que la pure réconciliation paiement. Oui, donc la performance, en fait, le paiement comme levier de performance, la data joue un rôle clé.
Est-ce que vous accompagnez vos clients sur justement l'utilisation de ces data, de ces dashboards? Parce que on se rend bien compte du côté des retailers qu'on a une masse d'informations qui est de plus en plus importante et qu'il faut savoir en faire quelque chose. Et plus on en a, et c'est pas forcément plus facile. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qui va être pertinent? Est-ce que on se donne les moyens de valoriser toute cette information? Est-ce que vous les accompagnez un peu là-dessus? Oui, tout à fait. Et on a différents cas de figure. On va avoir effectivement le partenaire qui vient intégrer notre solution de paiement dans sa propre offre de valeur pour l'augmenter. Et donc là, on lui fournit les données pratiquement brutes. Et c'est ensuite lui qui agrège et qui agrège tout ça et donne du coup une synthèse pertinente pour ses propres clients. On a aussi nos clients directs à qui, ou bien on travaille ensemble à définir des tableaux de bord pour mesurer la performance. Alors quand on dit performance, il y a vraiment performance, le taux de transformation typiquement, mais aussi même, est-ce que mes moyens de paiement fonctionnent dans l'ensemble de mes points de vente? Est-ce que j'ai pas un problème avec une caisse? Est-ce que j'ai pas un problème avec, on voit un taux de refus qui augmente à un endroit? Voilà, donc vraiment piloter moyen de paiement par moyen de paiement, caisse par caisse dans l'ensemble des magasins, des clients qui ont des milliers de points d'encaissement, pour aussi leur mettre à disposition cette capacité de vérifier pourquoi est-ce que dans tel magasin, dans tel point de vente, à tel endroit, j'ai un problème avec mon terminal de paiement, si c'est le cas. En termes de talent, est-ce que ça veut dire que les retailers ont formé ou sont en train de former des experts en interne pour pouvoir justement mieux utiliser cette donnée paiement? On a effectivement, encore une fois, ça va dépendre du retailer, de sa maturité, de sa taille aussi. On en a certains qui veulent quelque chose tout packagé, ils veulent pas s'embêter, ils veulent finalement le résultat final et on leur met quelque chose de clé en main. Et donc après, c'est eux qui vont analyser au cas par cas. Puis on a d'autres retailers avec lesquels on co-construit vraiment le tableau de bord plus personnalisé. Et là, on va les accompagner parce qu'en interne, ils ont des équipes, mais ils ont quand même besoin d'informations supplémentaires, peut-être qu'on ne fournissait pas par défaut et qu'on va leur donner en plus. Donc on a vraiment les différents cas de figure. Et de côté Sunday, côté finalement plus restauration, vous observez la même chose. Le restaurateur, dans son métier original, il est au four et au moulin, c'est le cas de le dire. Et il est très concentré dans l'opérationnel. Comment il fait pour finalement appréhender la data pour pouvoir améliorer finalement la performance de son offre de service? Je ne sais pas si on peut parler du restaurateur. Il y a les restaurateurs. C'est un marché qui est vraiment ultra fragmenté et on va avoir plein de typologies de restaurants. Et je pense que Sunday, on va aussi parler différemment à tel ou tel restaurateur en fonction de à qui on s'adresse. Donc on va avoir des restaurateurs indépendants. J'ai un seul resto, le chef est le patron, le chef ou la chef est le patron de l'entreprise et il est effectivement au four et au moulin. Nous, notre métier, ça va être de digérer cette information et de lui donner des suggestions simples d'analyse de son business et des tableaux de bord très digestes. Ensuite, et c'est ce qu'on voit de plus en plus se développer et dans l'intégralité des pays, on a les groupes, qu'ils soient de milieu de marché, j'ai entre 5 et 30, 40, 50 restaurants, ou de taille encore plus importante, qui prennent de plus en plus de parts de marché. Finalement, le restaurant indépendant, lui, tend à se raréfier, là où les groupes, eux, gagnent des parts de marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gains d'échelle, parce qu'il y a une meilleure compréhension aussi des impacts, et des solutions comme MarketPay ou Sunday sont poussées aussi en termes d'utilisation à un degré plus fort. Pour ces groupes-là, on va avoir une approche différente. Nous, notre métier, c'est de faire de la tech, mais aussi de faire du service. On fait du consulting grâce à ça, parce que cette masse d'informations, je pense que tu l'as dit et je pense que tu as raison, c'est beaucoup d'informations à digérer pour ces groupes-là. Et bien sûr, ils doivent former une génération de managers, de personnes au headquarter qui vont pouvoir faire des recommandations ensuite sur le terrain. Mais nous, en tant que créateurs de software, je pense qu'à la fin, on a aussi notre rôle à jouer pour venir former, aider, donner des suggestions, donner des recommandations et prendre leur feedback pour créer le meilleur produit pour eux demain. Mais je crois que ce qu'on est en train de voir, en tout cas, c'est un marché où on va avoir de moins en moins d'équipes technologiques percées directement chez ces retailers ou chez ces restaurateurs, des gens qui vont créer leurs produits. Mais on va plutôt avoir des gens qui vont être en mesure de connaître et comprendre des produits utilisés, les actionner et mettre les choses en œuvre. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers qui existent déjà ou sont en train de se créer et sur lesquels c'est ces gens-là qui vont nous permettre de pousser au mieux l'usage de la technologie qu'on crée et qui vont nous donner les bons feedbacks pour créer encore de l'innovation pour eux.
Ouais, on est en train de le voir en fait en filigrane de notre échange. Le retail, le commerce en général, qu'il soit sous forme de restauration ou sous forme de point de vente, devient de plus en plus unifié. Il doit être de plus en plus fluide. Finalement, la tech que Sunday développe, les solutions que Sunday développe, qui sont a priori plus destinées à la restauration, est-ce que, Aude, tu les vois se développer dans d'autres verticales, plus retail, dans une forme ou dans une autre? Parce que finalement, et ça fait le lien avec l'omnicanalité, on est à la fois sur, je le disais tout à l'heure, sur son téléphone quand on est en point de vente, on commence son parcours d'achat en ligne, on le finit en magasin, on le commence en magasin, on le finit en ligne. Bon, la fluidité dans cette unification du commerce, comment elle arrive, comment on le voit dans d'autres verticales? Alors déjà, peut-être le terme omnicanalité, un terme dont on entend parler depuis belle lurette. Nous, on met une définition très claire derrière ce terme omnicanalité. C'est à la fois la tokenisation d'une transaction, tokenisation d'une carte de paiement, qui permet effectivement de commencer une transaction n'importe où, sur n'importe quel canal, et de la poursuivre ou de la terminer sur un autre canal. Donc on parlait de commencer sur son téléphone, terminer en magasin. Bon, c'est possible, parce qu'on retrouve sa transaction au travers des canaux. Je fais juste un point sur la tokenisation, parce que je voudrais bien être sûr que tout le monde comprend ce qu'est la tokenisation. L'idée est simple, c'est de dire que les informations de la carte bancaire qu'on rentre auprès du commerçant sont stockées chez le PSP, qui en contrepartie donne un token, c'est un jeton, c'est-à-dire quelque chose qui identifie à usage unique les données de la carte, ce qui permet au consommateur, quand il revient sur le site ou quand il vient en magasin, de réutiliser ce token et d'être reconnu. C'est ça, on peut le dire comme ça? Oui, tout à fait. De manière sécurisée. Oui, de manière sécurisée, bien sûr. C'est un point clé. Donc ça, c'est une première partie pour moi de l'omnicanalité. La deuxième partie, c'est d'avoir accès à l'ensemble des données, quels que soient les canaux aussi, au même endroit. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui permet l'omnicanalité, c'est vraiment l'ensemble des deux. Donc j'ai tous les canaux, toutes les transactions et la carte de paiement reconnue où qu'elle soit, ce qui permet effectivement d'actionner après des leviers de fidélité et de récompense ou autre. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Peut-être pour revenir sur... En fait, pour revenir sur finalement l'autonomie, la fluidité dans... oui, sur les autres verticales. Voilà, sur les autres verticales. Parce que là, tu vois, aujourd'hui, on est tous habitués à aller chez Monoprix ou dans... Oui. Et puis avoir les caisses automatiques où on scanne et puis on paye. Voilà. Et on voit finalement, alors déjà on voit même dans la restauration, on a un autre partenaire qui a développé une borne, plutôt pour le secteur que vous ne couvrez pas encore, une borne de paiement, une borne de commande donc digitale, dans laquelle le paiement est carrément intégré au hardware. Donc c'est la technologie SoftPOS, donc il n'y a même plus de terminaux de paiement, là on paye directement sur la borne, donc ce qui simplifie aussi en termes de coûts. Technologie SoftPOS, c'est-à-dire la version... Une application qui permet de transformer un smartphone ou une tablette, Android ou un iPhone, en terminal de paiement. Voilà. Donc pour le commerçant, plus besoin d'avoir à gérer les TPE d'un côté et potentiellement un device professionnel de l'autre ou une tablette. Là, le paiement, la capacité à encaisser est directement prise sur le hardware, le téléphone ou la tablette. Donc là, c'est une économie, effectivement, en termes de coûts, en termes de maintenance, en termes d'expérience aussi beaucoup plus fluide. Donc, on voit qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et si on fait le parallèle avec un retailer, lui, il va avoir une problématique de rapidité de passage en caisse, avec effectivement, à terme, des caisses automatiques plutôt, et un paiement aussi sur son propre téléphone, puisqu'on peut même scanner les produits en faisant ses courses avec son téléphone, on paye directement sur son téléphone, on a la preuve de paiement et on peut sortir. Donc, un des enjeux, c'est peut-être de supprimer ces lignes de caisse qui cassent un peu l'expérience client, où il y a une queue qui est toujours... Quand il y a une queue quelque part, c'est un risque de perdre ses clients. Donc, c'est aussi de fluidifier le parcours, fluidifier l'expérience et invisibiliter le paiement pour en faire quelque chose de vraiment très sans couture. Côté Sunday, on envisage le déploiement de solutions de la restauration dans du retail. Donc, moi, je trouve que c'est super... Enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne. Je trouve ça super intéressant. Et je pense qu'à la fin,
ceux qui gagneront, c'est ceux qui auront la meilleure expérience client. Et je crois que le paiement, la commande, la capacité à consommer est un élément clé de l'expérience client. Et qu'on peut repenser les points de vente. C'est tout ce que tu dis sur le retail, etc. On peut repenser complètement les points de vente. Et je crois qu'on verra des choses arriver dans les 20, les 25 prochaines années. Nous, aujourd'hui, notre focus, c'est cette partie full service. J'ai une table, j'ai un serveur qui prend ma commande, je sers, je paye. Notre focus d'après, ce sera d'aller chercher les autres morceaux du marché de la restauration. On peut penser à toute cette partie full service, on peut penser à des endroits où on a besoin de consommer dans d'autres lieux, des hôtels, des piscines, etc., etc. Et je pense que là, j'espère que l'histoire continuera à se poursuivre dans d'autres verticales de marché. Le retail est une verticale ultra intéressante. Je crois que ce qui est clé dans ce que tu décris sur cette omnicanalité, et je crois que ce qui est intéressant dans la restauration, c'est que c'est un lieu de vie, et donc dans ce lieu de vie, on voit énormément de cas d'usage, et ce côté fusionner les expériences et savoir retrouver ce client-là, je pense que la restauration, notamment sur des lieux un peu hybrides où je peux venir soit déjeuner sur place, je peux venir commander une pizza en ligne et la retirer, je peux venir la commander depuis chez moi et me faire livrer, je peux avoir une interaction avec mon client sur une application mobile, etc. C'est un beau lieu d'expérimentation pour trouver des nouveaux usages et de nouvelles façons de faire qu'on pourrait demain exporter dans un marché comme le retail pour aider à réinventer les lieux de consommation. Ouais, je l'imagine très volontiers. Effectivement, le coût du QR code pour pouvoir dégager les caisses. Mais finalement, on a l'idée, on a un beau magasin de luxe ou même qui a une attention particulière à la décoration, au détail et tout. Et le plus gros endroit, c'est l'endroit où il y a la caisse. Bah, c'est pas, esthétiquement, c'est pas joli. Il y a quelqu'un qui est derrière la caisse à attendre que le client passe. Si on peut s'affranchir de ça, plutôt que ce soit finalement la caisse qui aille au client plutôt que le client qui aille à la caisse, déjà, on change un peu le paradigme. Et je crois que c'est aussi toute une question de augmentation de l'expérience. Et augmentation de l'expérience et aussi augmentation de l'intérêt des gens que j'embauche dans ce commerce-là. Est-ce que la personne qui est à la caisse, je peux la transformer en vendeur? Est-ce que ce vendeur, je peux le transformer en représentant de ma marque? Et chacun passe un niveau grâce au fait que la technologie permet d'amener de la fluidité ici. En fait, mon magasin d'un magasin devient un showroom ou un lieu d'exposition pour mettre en valeur les produits que je vends. Ouais, et alors tout ça me fait dire qu'il faut quand même qu'on s'arrête 2 secondes pour parler du consommateur, de ce qui s'attend, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas. Du consommateur à Paris, c'est pas le consommateur qu'il y a ailleurs en France. Faut aussi bien se dire qu'on est dans un microcosme à Paris et que les habitudes et les attentes sont pas exactement les mêmes ailleurs qu'à Paris. Comment l'un et l'autre vous interprétez ces évolutions de la demande, des attentes, des besoins de ces consommateurs? Alors, peut-être pour démarrer, comme tu disais, un consommateur à Paris n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins qu'ailleurs en France. Et par rapport à la France ou à l'Espagne, à l'Italie ou à la Belgique, qui sont quand même pas très loin de chez nous, il y a encore des attentes et des besoins différents. Je pense que dans tous les cas, le consommateur, il veut que ça se passe bien. Il ne veut surtout pas que son moyen de paiement soit refusé. Ça, je pense que c'est l'expérience la pire qui puisse arriver, et pour le client et pour le commerçant d'ailleurs. Donc il faut que, quel que soit en ligne d'ailleurs comme en magasin, puisque finalement le magasin n'est pas mort, loin de là. Alors, pour la restauration évidemment que non, mais même pour d'autres verticales. Finalement, il faut qu'on trouve le meilleur de ce qu'on peut trouver en ligne en magasin et le meilleur du magasin en ligne, puisque c'est très complémentaire. On est mieux connu en ligne, mais finalement quand je rentre dans un magasin, j'ai envie d'être reconnu, que mon expérience, mes habitudes soient prises en compte et que j'ai quelque chose de personnalisé. Mais en même temps, au magasin, j'ai le conseil que je m'attends aussi à avoir en ligne. Donc c'est finalement réussir à faire converger le meilleur des deux mondes pour accompagner l'expérience et l'adapter après aux besoins. Et notamment, ce qu'on voit, c'est les moyens de paiement, les différents moyens de paiement. On parle de la carte, mais il y a plein de moyens de paiement alternatifs. Et je ne parle pas du cash, mais voilà, tous les wallets de paiement, les QR codes, le paiement en plusieurs fois. Ça, c'est tout ce qui vient enrichir finalement et faciliter aussi la transformation, parce que ce qui est clé et pour le client et pour le commerçant. Mais merci, je te donne la parole, Kevin, mais merci de dire ça, parce que quand je vous pose la question, j'ai en tête cette réalité, c'est-à-dire que la sensibilité au prix en France est le critère numéro 1 dans les décisions d'achat. Avant toute chose, c'est quel est le rapport qualité-prix de ce que j'achète. Et les consommateurs sont beaucoup drivés par le prix. Donc,
Quand on parle prix, on parle argent. Quand on parle argent, on parle paiement. Et c'est là où je raccroche le wagon avec ce que tu viens de dire. Tu parlais des moyens de paiement alternatifs, comme le paiement, le BNPL, le paiement en plusieurs fois. C'est vrai que ce sont des facilités. On a envie que tout ça aboutisse pour que le taux d'acceptation soit le plus important possible. C'est un enjeu majeur, mais côté Sunday, comment vous interprétez toute cette réalité côté consommateur ? Parce que finalement, tout ce dont on parle, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de débat. Ouais. Je pense que c'est une question qui est ultra intéressante. Et je vais répondre en 2 temps. Statistiquement et factuellement, ce côté Paris, c'est un microcosme, mais les consommateurs ne sont pas les mêmes à Paris qu'ailleurs. Et même si je dézoome encore, et je te prends des exemples sur lesquels il y a des millions d'itérations par mois, il y a des millions de paiements sur Sunday par mois, donc je peux te répondre assez facilement. Quand je pose un QR code sur une table à Londres, il y a 45% des gens qui payent avec. Quand je pose un QR code sur une table à Paris, en moyenne, il y a 25%. Quand je pose un QR code sur une ville de tiers 2 en France, une ville de 250 000 habitants en moyenne, Nantes, Toulouse, Bordeaux, je fais 13% d'adoption. Quand je le mets au Mans, je fais 7%. Et quand je le mets encore plus loin, je fais 3% d'adoption. Donc, tu as vraiment... Et vraiment, les courbes sont ultra claires et ultra lisses. Donc là, tu te dis, en fait, Londres, c'est un microcosme, Paris, c'est un autre microcosme, et après, tu as des paquets de villes qui sont chacun de ces microcosmes. La question, c'est d'où ça vient et qu'est-ce qui crée ce résultat-là ? Moi, je crois que ceux qui sont le plus prêts à avoir une bonne expérience de paiement, c'est les consommateurs. Ceux qui sont peut-être pas encore suffisamment prêts à le faire, c'est peut-être les restaurateurs ou les retailers qui mettent pas les bons effets en place pour avoir cette adoption. Parce que l'autre réalité, c'est qu'il y a d'autres restaurants au Mans où, avec mes QR codes, j'ai 60% de taux d'adoption. Et donc, la question sur ces mêmes clients, c'est quelle est la chèvre, quel est le chou, où est la poule, où est l'œuf, et d'où est la conséquence. Je pense que le client, il veut avoir une bonne expérience de paiement. Quand on crée des bons produits, il est prêt à les utiliser. Il faut juste lui expliquer que ça existe. Et lui expliquer que ça existe, c'est du boulot, c'est pas facile, c'est difficile, et il faut bosser pour l'avoir. Après, à côté de ça, y a des cadres dans lesquels c'est plus simple de l'utiliser. C'est vrai que quand tu vas chez Dishoom à Covent Garden, où il y a 35 minutes de queue, et tu as envie de payer vite, et les gens ont envie de faire une rotation des tables, oui, tu fais 90% d'adoption sur un paiement mobile, et il n'y a quasiment aucun paiement qui se fait par TPE à la caisse, parce que juste, c'est trop important dans leur business, et donc ils poussent le niveau d'adoption au maximum. Et peut-être pour rebondir, pour moi, la réussite, et notamment on prend tous les moyens de paiement alternatifs, la réussite qui fait que pourquoi est-ce que... alors on va voir ce que Wero va donner, le wallet de paiement européen, mais il y a des pays dans lesquels ça fonctionne très bien. En Suède, c'est Swish. Et vous n'allez pas en Suède sans avoir le wallet Swish pour payer, pour tout payer partout. En Espagne, Bizum est arrivé il y a quelques années. Maintenant, en e-commerce, la plupart des commerçants veulent accepter Bizum parce que ça a pris. Donc, qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que ça va fonctionner ou au contraire ne pas fonctionner ? Moi, je crois que l'adoption, effectivement, il y a une partie pédagogique d'expliquer ce que ça apporte, mais aussi qu'est-ce que ça apporte au commerce, qu'est-ce que ça apporte au client. Est-ce que ça lui facilite la vie ? Est-ce que pour lui, il paye moins cher ? S'il paye moins cher, ça vaut peut-être le coup de changer ses habitudes. Est-ce que c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus rapide ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Parce que si j'ai un moyen de paiement qui fonctionne très bien et qu'on me demande de changer, pourquoi ? Ce que je suis en train de réaliser dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que il n'y a plus le frein à la peur du moyen de paiement digital. On n'est plus en train de se dire « Ouh là là, je vais me faire avoir, je ne connais pas ». Déjà, ça, on ne l'a plus. Il y a quelques années en arrière, on l'avait. On n'était pas certain. « Ouh là là, je suis suspicieux, je ne connais pas ce qu'on me propose ». Là, on est plutôt dans la facilité. Est-ce que ça va me faciliter plus ou moins la vie ? Et est-ce que je vais adopter, du coup, cette fonctionnalité parce qu'elle me rend la vie plus simple ? La question, je pense, pour le consommateur, c'est « What's in it for me ?» Qu'est-ce que je vais y gagner ? À quel point c'est simple et ce qui est assez certain, et on le voit dans les cohortes d'adoption, c'est quelqu'un qui utilise une fois un service, de manière récurrente, il va l'utiliser après. Et je pense que les wallets, c'est un bon exemple. Nous, on voit nos courbes d'adoption de Apple Pay. Enfin, tu vois la part que prend Apple Pay dans nos paiements. Apple Pay, c'est une machine qui juste gagne 1 point tous les mois. Tous les mois, tu gagnes 1 point. Tu vois, et chaque personne qui a déjà utilisé un paiement via Apple Pay ne revient jamais en arrière. C'est super intéressant à constater. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, avant le Covid, le paiement sans contact, exactement, c'était quand même assez rare. Maintenant, paiement sans contact,
on n'y pense même plus. Parfois, on oublie son code. Exactement. C'est vrai. Alors là, la France était un peu en retard, c'est encore en train de se rattraper. On était limité à 50 € jusqu'il y a quelques temps. Là, on est en train de rattraper les autres pays européens, donc de supprimer cette limite de montant. Simplement plus de 50 €, il faut taper son code PIN sur le TPE, parce qu'il y a quand même une sécurité à conserver. Et je prends un exemple plus candide, on va dire. J'ai une fille de 5 ans. Et on part acheter du pain et elle me dit mais t'as pris ton téléphone pour payer. Elle me dit pas t'as pris ta carte. Enfin, c'est quand même marrant de voir les changements d'usage et comment la population accepte ça. Et les enfants, c'est un bon exemple de comment la population l'accepte pour voir les nouveaux usages. La carte bleue va progressivement, la carte bancaire va progressivement sortir des radars de façon assez naturelle et de façon assez normale, entre guillemets. Ouais, et maintenant, je vous propose Carte en fait... bancaire physique. Ouais, elle existera toujours derrière, mais physique. Ouais, c'est bien de temps en temps de l'avoir, la physique, parce que tu vois, ma fille, moi, je lui demande d'aller acheter un truc au supermarché, je lui file ma carte, et il n'y a pas besoin du code, et elle revient avec ma carte. Je suis content qu'elle me rende la carte. Bien sûr. Derrière tout ça, on a commencé à en parler, il y a la tokenisation qui vient jouer un rôle. Là, je vous propose de rentrer dans un exercice de prospective, un peu, voir comment la tech vient et continue à venir changer les choses, la réalité dans le paiement et la tokenisation. On en a parlé un peu rapidement, mais je pense qu'il faut revenir dessus parce que c'est un enjeu majeur pour les usages. On a commencé à le voir. Il y a aussi le sujet de l'IA et de l'IA agentique. J'ai bien dit agentique, mes chers auditeurs, c'est-à-dire l'agent IA, pas argentique, agentique. Je sais que je me répète, mais comme ce sont des termes qui sont en train de s'ancrer dans la réalité, je préfère redonner un peu de définition. Donc, le paiement agentique, qui est une composante du commerce agentique, vient aussi changer les habitudes. Aude, pour continuer sur la tokenisation, avant de parler du paiement agentique, comment cette technologie, qui à la base a un moyen de sécurisation dans les paiements, va venir continuer à changer les usages? Pour moi, c'est vraiment mettre à disposition du commerçant tous les moyens de mieux connaître son client, de mieux accompagner son client, quel que soit son parcours. Et aussi d'ailleurs d'agir pour garder son client dans un écosystème qui convient. On réfléchit là en ce moment à vraiment pouvoir développer des solutions pour aussi authentifier le client et fournir toute cette information donc, dans les mains du partenaire, du retailer, pour qu'ensuite lui-même puisse pousser en fonction des besoins son client à payer avec un moyen de paiement plutôt qu'un autre, à payer avec la carte du retailer en l'occurrence, parce que derrière il récupère de l'argent sur la transaction. Enfin, vraiment pouvoir conserver son client dans son écosystème au-delà du magasin ou du site. Donc ça élargit les capacités, ça élargit les possibilités de driver finalement aussi l'expérience et ce qu'on apporte au client avec cette technologie. Et côté Sunday, la tokenisation, ça raconte quoi? Donc plein de choses à dire là-dessus. Tu parlais de peur du consommateur, de payer directement, etc. Je pense qu'effectivement, ça, on en est sorti. Sur la tokenisation, c'est un sujet où quand on commence à en parler à des marchands, pour le coup, ils disent « Ouh là 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 là, de quoi tu me parles ? Là, qu'est-ce que vous me racontez? Quelles informations on a, etc. » Je pense que tu as bien fait de faire un petit reminder au début en disant « C'est un token, c'est sécurisé, c'est anonymisé, etc. » Mais c'est là où, à mon avis, il y a encore un effort d'éducation sur le marché qui va devoir se passer avant qu'on puisse globaliser l'usage de ces technologies. Donc nous, comme MarketPay, et en utilisant d'ailleurs les technologies de MarketPay, on utilise cette tokenisation. L'idée, c'est effectivement de pouvoir mieux retracer le parcours client et la récurrence des clients sur les différents canaux de consommation. Ce client-là, je sais qu'il commande une fois par semaine pour se faire livrer des burgers chez lui, mais je sais qu'il vient aussi une fois par mois en famille et qu'à chaque fois, ils sont 4 à table. Je sais que la récurrence de consommation, c'est sur tel et tel produit, etc. etc. Donc, je suis en mesure de mieux retracer le parcours client, de mieux le connaître, de mieux comprendre la valeur relative de chaque client qui rentre chez moi. Est-ce que ce client,
Il est déjà venu, il est jamais venu. Est-ce que ce client, c'est un client régulier? Est-ce que ce client, c'est un gros consommateur, c'est un gros tipster, Ça, tu le etc. sais au moment du paiement, parce que finalement, sauf à ce que tu connaisses le visage de la personne qui vient, mais quand tu viens en point de vente, comment tu le reconnais? C'est là où je pense, si on fait un peu de prospective, et c'est là où c'est intéressant, je crois qu'on va être en mesure de savoir corréler un token de carte bancaire à potentiellement, je sais pas, si je scanne un QR code et donc j'ai identifié que le device avec lequel j'ai scanné ce QR code est associé à telle carte bancaire. En fait, je sais que ce client-là, il s'appelle Cyril, je sais qu'il est déjà venu la semaine dernière, je sais qu'il a pris un verre de Merlot, etc. Ça, tu le sais, mais quand je rentre dans le magasin, comment tu sais qui je suis? Ah bah, c'est là où il y aura peut-être de la géolocalisation ou des choses Oui, comme ça. et c'est là où le paiement, enfin, où toutes ces capacités viennent s'intégrer dans une expérience bien plus large, l'expérience du retailer et son écosystème. C'est-à-dire que si tu rentres dans le magasin avec ton téléphone, avec l'application, l'application du magasin de la marque, ouais. ou de la marque, tu peux être identifié. Tu as rentré tes coordonnées bancaires, donc tu as ton wallet dans l'application. Finalement, tu as même limite ta liste de courses que ta fille qui a des bonbons pour son anniversaire va enrichir. Et tu fais tes courses, tu as tout ça qui vient enrichir ton expérience. Et finalement, le paiement... Et tu vois, si on essaye de recroiser ça aussi avec des potentielles expériences, au restaurant, tu réserves souvent, ou de plus en plus souvent. Et donc, tu peux parfaitement te dire, d'accord, aujourd'hui, je sais que dans mon écosystème restauration, j'ai la réservation, j'ai le paiement, j'ai mon système de fidélité, toutes ces choses-là, parce que la technologie s'améliore, parce que aussi on est tous plus matures dans notre façon d'appréhender la technologie, à se dire on n'a pas chacun notre précaré et en fait il faut qu'on se parle parce que si on se parle pas, on va pas donner la meilleure expérience possible au restaurateur et à la fin au client. Aujourd'hui, tout devient interconnecté. Je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire pour encore mieux interconnecter les choses, mais tu réserves dans un restaurant. Je sais tout ton historique de paiement, je connais ton historique de loyalty, je connais presque l'historique de tes amis aussi, etc. Demain, je vais pouvoir donner au serveur qui t'accueille, qui va probablement plus être un serveur non plus. Si on repense bien l'expérience client, ce serveur-là, il va être là pour t'accueillir, te conseiller, etc. Mais c'est pas lui qui va t'apporter ton plat. Parce qu'en réalité, ce serveur-là, ça va devenir un hôte, un vendeur, un représentant de marque, appelle-le comme tu veux, mais juste, on va changer les métiers. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et effectivement, la façon avec laquelle tu interagis dans un restaurant, sur la réservation, tu donnes ton accord en arrivant auprès de la personne qui t'accueille dans le magasin en disant, voilà, je m'appelle Kevin, j'ai réservé pour 20h30 pour 2 personnes. Il voit la réservation, effectivement, et là, tu as donné ton assentiment pour qu'ils viennent te placer et quelque part, le serveur qui derrière arrive dit bonjour monsieur Merthe, est-ce que vous voulez un verre de Merlot comme la dernière fois ou pas? Quand on est dans le point de vente et la façon avec laquelle tu présentais les choses, on a l'app de la marque ou du distributeur et par la technologie, on va être reconnu quand on rentre dans le magasin. Là, c'est au détriment de l'accord qu'on donne a priori. Si tu as l'application, tu vas aussi donner ton consentement pour... Ouais, mais il y a la psychologie du consommateur qui dit « Putain, je suis traqué. Je suis traqué. » Et ça, c'est une réalité. Je rentre chez un grand distributeur de cosmétiques, je ne veux pas citer de marque, mais, ou de produits de beauté, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui vont dans cette direction-là, dans cette industrie. Le consommateur dit « Oh, ouais, il me connaît trop bien. » Non ? Alors, ça peut arriver, mais là aussi, qu'est-ce que ça lui apporte? À quel moment j'accepte finalement de donner un peu de mon accord pour avoir des recommandations qui me sont propres, pour avoir par exemple des promotions sur le produit que j'achète et qu'il me faut? Là, c'est un équilibre à trouver entre ne pas être intrusif. À un moment, si je dis non, c'est non. Et en même temps, je suis aussi, si je sais que j'aime bien les promotions, qu'il y a une marque que j'affectionne particulièrement, et d'avoir pile quand j'arrive le rappel en disant tiens, juste pour toi, tu peux payer moins cher, et parce que c'est toi aujourd'hui, je te fais l'offre, ça vaut la peine. Et je crois qu'il ne faut pas non plus complètement transposer l'expérience actuelle et les lieux de retail actuels avec ce à quoi ils ressembleront dans 5 ans ou 10 ans. Il faut aussi se projeter un tout petit peu dans la technologie qui sera à la disposition des gens en magasin à ce moment-là. On ne sait pas exactement. Franchement, les steps technologiques qui sont en train de passer d'un point de vue
hardware et IoT sont quand même assez fabuleux. On peut se dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, si je donne mon accord en rentrant dans l'établissement, peut-être qu'il y a des façons de le faire. Le vendeur qui est avec moi, la personne qui doit me conseiller, je sais pas si je veux m'acheter des fringues, j'ai envie qu'il sache les autres fringues de la marque que j'ai déjà chez moi. Pour me dire, ah bah oui, mais t'aimes bien ce pull, t'avais bien aimé ce pantalon, il t'allait bien, c'était bien ta taille, parce que peut-être que la prochaine... Ça peut juste changer mon expérience. Et en fait, j'aurai une expérience améliorée et agrandie, plutôt que de repartir dans tout un processus de découverte qu'en plus l'employé va peut-être pas bien faire, et donc à la fin, je repars avec un pull qui me plaît pas, alors qu'en réalité, il aurait pu m'en conseiller un autre. Donc c'est juste comment je vais prendre la technologie du moment T, je vais l'améliorer, je vais le mettre au service de la marque pour améliorer l'expérience du consommateur final. C'est toujours au bénéfice du consommateur. Enfin, pour moi, c'est ça qui est clé. Et justement, là, on parle de tech, on parle d'évolution tech. Le paiement agentique, quand est-ce que ce sera une réalité ? Alors, on le voit, il y a déjà des expérimentations qui sont faites plutôt aux États-Unis, pas encore trop en Europe. C'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Puisque ça... Je sais que Visa avance pas mal là-dessus. Voilà, ça, en tout cas, oui, tout à fait. Donc, quelque chose qu'on regarde avec attention. Parce que imaginez, là, si on fait toujours cette... Tu peux le définir, le paiement agentique ? Bien, c'est finalement, j'ai mon intelligence artificielle un peu comme un assistant personnel qui connaît mes préférences de pull, d'habillage ou de restaurant ou de voyage, qui a mes coordonnées bancaires, parce que je lui ai donné de manière tout à fait consentie, qui a mes coordonnées bancaires et à qui je dis tiens, je veux programmer mes prochaines vacances pour la Toussaint, je vais partir une semaine, on est deux à tel endroit, qui va faire proposition d'hôtel, de réservation de train par exemple, de restaurant, d'activités. Et je peux même lui dire, ok, je valide ça, et maintenant tu peux payer. Et qui va finalement finaliser l'acte de recherche qu'on utilise déjà pour beaucoup avec ces assistants d'intelligence artificielle, mais jusqu'à l'étape ultime de finalisation du paiement. Là, ça pose quand même des questions. Exactement. Donc ça, je veux dire, ça c'est l'idée, c'est la théorie. Après, en réalité, quelques challenges encore à surmonter. Le premier, c'est que là, c'est donc un bot qui fait le paiement, on n'a pas parlé de fraude, mais bon, en tout cas, en restauration, il y en a probablement un peu moins, mais dans tout ce qui est paiement en ligne, c'est quand même quelque chose de clé. Un des premiers écueils qu'on cherche à éviter, c'est les paiements par bot. Donc, ils sont bloqués dans les cas de lutte contre la fraude. Donc, il faut évidemment que ce bot... Ils sont bloqués. Je m'arrête 2 secondes sur ce sujet, parce qu'en fait, il y a tout un processus technologique côté PSP qui vise à identifier les transactions bot et à les couper. Donc, ça passe pas. Oui, donc côté PSP, nous, il faut faciliter le paiement pour les bons clients et bloquer les méchants. Si je fais très simple. Donc les bots sont plutôt souvent considérés comme des méchants et donc on bloque le paiement. Là, en l'occurrence, il faut qu'il soit validé parce que sinon, on ne peut pas aller au bout de l'acte de paiement. Et puis, imaginons que finalement, pour une raison ou pour une autre, il y a un problème que finalement le paiement soit fait alors que ce n'était pas ça que je voulais réserver. Ce n'était pas pour aller à Rouen, c'était pour aller à Reims. Et bon, il y a eu une erreur. Qui est responsable ? Alors, est-ce que c'est moi, parce que c'était mon assistant personnel mon propre agent? Est-ce que c'est l'agent lui-même? Est-ce que contre qui? Enfin, comment ça se passe? Là, il y a toutes les règles qui sont encore qui restent pour moi à définir. Et il y a l'authentification forte. Oui, ça fait partie de l'expression. Est-ce que mon agent peut acheter sans même que je sois au courant quelque chose, ou est-ce qu'il faut que je sois authentifié? Est-ce que dans tous les cas, on met un mécanisme d'authentification forte? Comment ça se passe? Voilà, tout ça, ça... Là, c'est la partie paiement du commerce agentique, parce que finalement, ce dont tu parles, c'est bien ça, le commerce, avec un agent qui va venir comme un assistant personnel, un personal shopper, faire pour toi des choses, mais ça peut se faire aussi dans la restauration et la réservation finalement. Tu dis à ton agent, va me réserver une table, et pourquoi il y a le paiement là-dedans? Parce que de plus en plus, on demande une empreinte de carte pour que si la résa saute, on est prélevé de quelque chose. Ouais, et exactement. Je pense que ça posera... J'ai peut-être tort, j'ai peut-être tort, mais je pense que ça posera plus des questions de référencement, des questions de comment mon établissement, je suis en mesure de bien non seulement le ranker en SEO sur Google, etc., mais aussi le ranker
auprès de bots et donc bien définir mes critères, je pense que le restaurateur de demain va devoir bien expliquer en quoi son offre se différencie des autres offres pour que les agents de demain qui effectivement trouve-moi un restaurant pour 4 personnes dans lequel je vais pouvoir avoir une offre veggie, dans lequel je vais pouvoir avoir X, Y et Z, comment je fais en sorte de transmettre ces informations-là à des agents qui demain en auront besoin. Et typiquement, moi je suis au board d'une boîte qui s'appelle Privatiseur, dans laquelle je suis resté 6 ans, qui permet les réservations de groupe. Typiquement, c'est un sujet qui est terrible à traiter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'organiser la soirée de fin d'année de votre entreprise ou un anniversaire. Trouve-moi un endroit où je peux dîner pour 40 personnes, avoir un menu X, Y et Z. Et les restaurateurs vont avoir un enjeu là-dessus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la recherche et comment les gens vont pouvoir trouver mon établissement et ou réserver chez moi, plutôt que sur la partie du paiement qui finalement restera globalement. On a besoin d'être sur place pour commander les plats et du coup à la fin payer. Et donc l'agent n'a pas tant à être présent là-dessus. En tout cas, je pense qu'on est devant beaucoup de changements dans la tech, dans les usages. On vient de voir de façon tout à fait passionnante comment le paiement vient transformer ou augmenter l'expérience d'achat. Je pense que vous avez bien défini les choses. Merci pour cet exercice de prospective qu'on a fait à l'instant, parce que c'est vrai que ça permet d'ouvrir un peu la réflexion sur ce vers quoi on va. Aude, tu veux rajouter un petit mot de la fin ? Le paiement, c'est quelque chose qui est, je trouve, passionnant, puisque finalement, ça est en perpétuelle évolution. On a des challenges qui nous arrivent, comme on parlait de l'IA, du paiement agentique. On a la tokenisation, on a toute l'expérience qu'on continue d'améliorer, des technologies qui nous arrivent, aussi la réglementation qui nous pousse à inventer des nouvelles choses, finalement, qui nous ouvrent de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Et donc tout ça fait que le paiement est quand même très très riche et continuera d'accompagner les clients, les commerçants pour longtemps. Merci Kevin pour ton retour d'expérience, ton partage. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez. Là, vous regardez aussi. Je vous invite à continuer. Si vous voulez avoir plus d'informations sur MarketPay ou sur Sunday, vous pouvez retrouver Aude et Kevin, je pense, sur LinkedIn, qui doit être le bon canal. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me contacter directement et je me ferai un plaisir de leur transmettre vos messages. Aude, merci. Kevin, merci. Je vous dis à très bientôt.